Au dîner de Noël, mes parents ont offert en douce ma maison de 550 000 € à la famille de mon frère. J'ai juste applaudi et fêté ça. Puis je l'ai vendue en espèces et j'ai disparu. Depuis, j'ai 84 appels manqués. Au dîner de Noël, j'ai surpris mes parents en train d'offrir ma maison de ville d'une valeur de 550 000 € à la famille de mon frère, dans mon dos. J'ai juste applaudi et encouragé. Puis je l'ai vendue pour de l'argent comptant et j'ai disparu. 84 appels manqués. J'ai failli laisser tomber l'assiette que je tenais quand j'ai entendu mon père annoncer fièrement que ma maison de ville de 550 000 € était son cadeau du nouvel an à mon frère aîné. J'ai figé devant l'évier de la cuisine, convaincu d'avoir mal entendu. Mais il a ri et a prononcé la phrase que je n'oublierai jamais, le plus jeune doit tout à cette famille. Ce qui est à lui est à nous, qu'il le veuille ou non. La pièce a éclaté de rire, les verres ont tinté en célébration, et pas une seule personne n'a remis en question comment il pouvait si désinvoltement donner une maison qui ne leur appartenait pas. Je me tenais à quelques mètres de là, invisible derrière un mince mur, réalisant que ma propre famille avait déjà décidé de mon avenir sans moi. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ce dîner n'était que le début. Dans les heures qui suivirent, tout ce que je croyais de ma famille allait s'effondrer. J'ai figé. L'eau continuait de couler, débordant d'un bol en céramique, mais je ne pouvais pas bouger mes mains. Puis j'ai entendu ma mère, Marianne. Sa voix était douce, délicate et entièrement imprégnée de poison. Elle a dit, « Nicolas n'a pas besoin de tout cet espace. Chérie, il travaille et il dort, c'est tout. Il n'y a que lui. Il ira bien. » J'ai serré le torchon mouillé. Je l'ai serré si fort que mes phalanges sont devenues d'un blanc bleuté et que mes ongles se sont enfoncés dans mes paumes. La colère n'a pas explosé en un éclair ardent. Au lieu de cela, mon rythme cardiaque a ralenti. Je suis un actuaire. Toute ma carrière est construite sur l'évaluation des risques catastrophiques, l'analyse des chiffres et le calcul exact du moment où le pire va se produire. Dans cette cuisine, au milieu de l'odeur de Noël, je suis passé en mode survie. Ma mère venait de résumer toute mon existence en 3 phrases, j'étais juste Nicolas, je n'avais pas besoin d'espace, je n'avais pas besoin de vie. J'existais pour absorber les échecs de mon frère aîné. Ce qui suit est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. Je n'ai pas fait irruption dans le salon. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté les assiettes mouillées contre le mur. Au lieu de cela, je me suis séché les mains. Je me suis versé un verre de vin rouge, je suis sorti, j'ai levé mon verre et j'ai souri. Mais derrière ce sourire, mon esprit était déjà en train de dresser le bilan le plus impitoyable de ma vie. Vous devez comprendre le type spécifique de dynamique familiale toxique auquel j'étais confronté. Ce n'étaient pas des monstres hurlants. C'étaient des voleurs polis. Ils volaient vos limites et appelaient cela la loyauté familiale. Debout là, faisant semblant de n'avoir pas entendu un seul mot de leur réunion secrète, j'ai regardé Victor. Victor a 37 ans, un homme qui a atteint son apogée à l'université et qui n'a jamais vraiment compris pourquoi le monde réel ne l'applaudissait pas. Il venait de faire faillite avec un studio de fitness boutique. Il avait dilapidé des centaines de milliers d'euros en achetant des machines à smoothie coûteuses et des tapis de gym en cuir importés, tout en oubliant de payer son loyer commercial. Et qui a dû s'asseoir et démêler ses impôts désordonnés? Moi. Qui a dû écouter nos parents pleurer sur l'injustice de l'économie envers leur enfant chéri? Moi. En sirotant mon vin, j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas l'intention de me demander de déménager. Demander implique que j'avais le choix. Ils avaient l'intention de m'informer. Ils s'étaient réunis autour du sapin de Noël et avaient discrètement voté sur la manière de distribuer mes économies. Comme si ma maison de ville n'était qu'un surplus d'actifs familial dans un compte bancaire commun. Ils croyaient sincèrement que parce que j'étais célibataire, parce que je travaillais 60 heures par semaine à analyser des modèles de risque pour une entreprise, ma maison durement gagnée n'était qu'une unité de stockage temporaire attendant que la famille de Victor en ait besoin. J'ai regardé ma mère. Elle ajustait une décoration rouge sur le sapin, fredonnant un chant de Noël. Elle pensait vraiment faire une bonne chose. C'était la partie la plus terrifiante. Il n'y avait pas de malice dans ses yeux, juste une annulation complète et totale de mon humanité. Pour elle, j'étais un distributeur automatique de billets qui respirait. « Tu vas bien, Nicolas ?» a-t-elle demandé, me remarquant la fixer. « Tu as l'air un peu pâle. » J'ai pris une autre longue gorgée de vin. Les tanins ressemblaient à du sable sur ma langue.
Je vais parfaitement bien, maman, ai-je dit, pensant juste au nouvel an. Et c'était vrai. Vraiment. Parce que dans ma tête, une énorme machine insensible venait de se mettre en marche. Les chiffres s'alignaient. Le risque était évalué, et la démolition de leurs droits acquis était déjà en cours. Mais comment en suis-je arrivé là? Comment un homme adulte, un professionnel qui gère des millions d'euros de risques d'entreprise, se retrouve-t-il dans une cuisine pendant que ses parents donnent son bien immobilier? Pour répondre à cela, il faut regarder le musée de la douleur qu'ils ont construit pour moi, exposition par exposition. Quand j'avais 22 ans, j'avais économisé 40 000 € pour mes études universitaires et mon fonds d'urgence. J'ai travaillé 2 emplois tout au long de mes années de premier cycle. Je dormais 4 heures par nuit. Un soir, mon père m'a appelé dans son bureau à domicile. Il avait l'air sombre. Il m'a dit que Victor s'était retrouvé dans une mauvaise passe avec des cartes de crédit et des prêteurs privés agressifs. Si Victor ne trouvait pas 35 000 € avant la fin du mois, il allait faire face à de graves problèmes juridiques, voire la prison. Ma mère a pleuré. Elle a tenu mes mains et m'a supplié de sauver mon frère. Elle a dit, la famille est tout ce que nous avons. Nicolas, tu es si intelligent. Tu peux récupérer l'argent. Victor a juste besoin d'un petit coup de pouce pour se remettre sur pied. Je leur ai donné l'argent. J'ai vidé tout mon compte d'épargne. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant les 2 années suivantes et j'ai contracté des prêts étudiants à taux usuraires juste pour terminer mes études. Victor ne m'a jamais remboursé. En fait, 6 mois plus tard, mon père a acheté à Victor un tout nouveau SUV pour l'aider à se rendre à sa nouvelle entreprise de gym. Je conduisais une berline rouillée avec un chauffage en panne au cœur de l'hiver, grelottant en allant à mon stage en entreprise, tandis que mon frère conduisait un camion de 60 000 € payé par l'homme qui m'avait supplié de sacrifier mon éducation pour lui. C'était la pièce A. La pièce B était l'attente constante et suffocante que mon succès soit une propriété commune. Lorsque j'ai obtenu ma première promotion majeure, il n'y a eu aucune célébration. Au lieu de cela, Delphine, ma charmante belle-sœur, a immédiatement commencé à faire des commentaires sur la chance que j'avais d'avoir un revenu disponible alors qu'ils luttaient pour acheter des produits bio pour leurs enfants. Chaque fois que j'achetais quelque chose pour moi, un nouveau costume pour le travail, une montre décente, l'atmosphère devenait tendue. Mon père faisait une blague passive-agressive sur la façon dont les riches s'enrichissent tandis que les hommes de famille qui travaillent dur sont laissés pour compte. J'ai appris à cacher mon salaire. J'ai appris à m'habiller simplement quand je leur rendais visite. Je me suis effacé pour que leurs égos puissent tenir dans la pièce. Mais la pièce la plus importante, la seule qui comptait maintenant, était grand-père Valère. Mon grand-père était un homme dur et silencieux qui avait survécu à la perte de sa propre ferme familiale à cause de mauvais conseils financiers de la part de parents. Quand j'ai eu 28 ans, j'ai enfin économisé assez pour un acompte sur ma maison de ville. J'étais terrifié de passer à l'acte. Grand-père Valère m'a assis dans un restaurant, a glissé une part de tarte aux cerises sur la table et m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, possède les briques, Nicolas, ou elles te posséderont. Ne mets le nom de personne d'autre sur l'acte. Ne laisse pas ton père se porter garant. Ne laisse pas ta mère emprunter contre cela. C'est à toi. Toujours à toi. Il est mort 1 an plus tard, mais sa voix a résonné dans ma tête chaque jour que j'ai passé à rénover cette maison de ville. C'était un endroit magnifique. Briques apparentes, parquet que j'avais moi-même poncé et verni à 4 pattes, saignant à travers mon jean. J'ai amélioré la plomberie. J'ai peint les murs d'un bleu marine profond et apaisant. Ce n'était pas seulement 550 000 € de biens immobiliers. C'était mon sanctuaire. C'était le seul endroit au monde où je n'avais pas à être le réparateur invisible. C'était la preuve que j'avais survécu à mon enfance. Et maintenant, il le voulait. Il voulait arracher mes parquets, repeindre mes murs bleu marine et donner mon sanctuaire au frère qui avait gaspillé tous les avantages qu'il avait jamais reçus. J'ai fini mon verre de vin et je suis entré dans la salle à manger. La table était dressée pour 11 personnes. C'était bruyant, chaotique et suffocant. Ma tante Vivienne était là, assise tranquillement au bout de la table. C'est la sœur de ma mère, une femme intelligente et indépendante qui n'a jamais vraiment cru aux absurdités de mon père. Elle m'a lancé un regard de sympathie, remarquant probablement à quel point mes épaules étaient raides. Tout le monde s'assied, a annoncé mon père, tapant sa fourchette contre son verre d'eau en cristal. Le bruit a coupé le bavardage. Il se tenait au bout de la table, la poitrine bombée,
un large sourire magnanime plaqué sur son visage. Il ressemblait à un roi se préparant à jeter du pain aux paysans. J'ai une annonce très spéciale à faire. J'ai pris mon siège. J'ai plié ma serviette et l'ai placée sur mes genoux. J'ai regardé Victor. Victor fixait son assiette, essayant de cacher un sourire narquois. Il savait ce qui allait arriver. Il avait orchestré cela. Il avait pleurniché et se plaignait jusqu'à ce que nos parents cèdent et décident de me sacrifier sur l'autel de son incompétence. J'ai regardé mon père lever son verre, et je me suis préparé à l'impact d'un train dont je savais déjà qu'il allait dérailler. Comme nous le savons tous, a commencé mon père, la voix empreinte d'une fausse émotion. Ça a été une année difficile. Victor et Delphine ont fait face à des obstacles incroyablement injustes avec leur entreprise, mais la famille reste unie. La famille pourvoit, et Marianne et moi avons parlé ces dernières semaines de la meilleure façon de soutenir nos petits-enfants et de leur donner la stabilité qu'ils méritent. Les enfants ont cessé de se disputer les petits pains. Delphine a joint ses mains, les larmes montant déjà dans ses yeux pour la performance. Je suis resté parfaitement immobile. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé mon père. J'ai gardé mes yeux rivés sur Victor. Alors, a continué mon père, laissant la pause dramatique planer dans l'air, nous avons décidé que la meilleure solution est que Victor, Delphine et les enfants emménagent dans la maison de ville de la rue des Ormes à partir de la première semaine de janvier. C'est un nouveau départ, un nouveau chapitre. Il y a eu une fraction de seconde de silence. Tout le monde à table s'est tourné vers moi. La maison de ville de la rue des Ormes. Ma maison de ville, celle pour laquelle je payais l'hypothèque chaque mois. Mon père venait de l'annoncer comme s'il remettait les clés d'un chalet familial. Victor a finalement levé les yeux. Il a croisé mon regard par-dessus la purée de pommes de terre et la dinde rôtie. Il n'y avait aucune gratitude dans ses yeux. Il n'y avait aucune humilité. C'était un pur défi non dissimulé. Il me mettait au défi de gâcher Noël. Il me mettait au défi de me lever, de crier sur mes parents et de dire à ses enfants qu'ils ne pouvaient pas avoir la grande et belle maison que leur grand-père venait de leur promettre. Il savait exactement ce qu'il faisait. Si je ripostais, je devenais le méchant. Je devenais l'oncle avare, égoïste et célibataire qui gardait jalousement une maison de 3 chambres pendant que ses 12 petites nièces et neveux étaient forcés de vivre dans un appartement exigu. Le piège était parfaitement tendu. Tante Vivienne a bougé sur sa chaise, ses yeux allant de moi à mon père. « Attendez » a-t-elle dit, la voix perçante. « Henri, c'est la maison de Nicolas. Avez-vous acheté un autre endroit rue des Ormes ?» Ma mère a fait un geste de la main, dédaigneuse. « Oh, Vivienne, s'il te plaît. Nicolas n'a pas besoin de tout cet espace. Il n'est jamais à la maison de toute façon. Nous en avons parlé, et c'est juste le plus logique. Nicolas peut prendre un joli petit appartement d'une chambre plus près de la ville, et les enfants peuvent avoir une cour. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Sens logique. Elle a utilisé mon propre vocabulaire d'entreprise contre moi. Tout le monde me fixait maintenant. Le silence était assourdissant. Mon père a légèrement abaissé son verre, son sourire se crispant. Il attendait ma conformité. Il attendait que le distributeur automatique de billets fiables crache l'argent et imprime le reçu. Si je criais, je perdais. Si je me disputais au sujet de l'acte, du titre, de l'argent, je perdais. La seule façon de gagner une partie truquée est de refuser de jouer selon leurs règles. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, laissant la logique froide de ma profession envahir ma poitrine brûlante. J'ai regardé Victor. J'ai regardé les enfants. Et puis j'ai souri. C'était un sourire large, chaleureux, complètement vide. J'ai levé mon verre de vin haut dans les airs. Quel Noël, ai-je dit, ma voix calme et claire. Quel miracle absolu. À la famille. J'ai applaudi une fois, 2 fois, puis le reste de la table a suivi. Delphine a éclaté en larmes de joie, tendant la main par-dessus la table pour serrer celle de Victor. Mon père a poussé un rire sonore, profondément satisfait que son autorité soit restée incontestée une fois de plus. Ma mère m'a souri, murmurant les mots « Merci, chérie ». J'ai continué d'applaudir. J'ai applaudi pendant qu'il découpait la dinde. J'ai applaudi pendant qu'il parlait de la chambre que les enfants allaient avoir. Je suis resté là pendant 2 heures de plus,
mangeant de la dinde sèche et écoutant Delphine parler de l'esthétique de ferme moderne qu'elle allait apporter à mon salon. J'ai acquiescé quand elle m'a demandé si ça me dérangeait qu'elle arrache les armoires de cuisine que j'avais installées à la main. Oh, pas du tout, lui ai-je dit. Faites comme chez vous. Il pensait que mon silence était une reddition. Il pensait que mon sourire signifiait qu'ils avaient gagné. Ils avaient complètement oublié à qui ils avaient affaire. Je suis un homme qui passe 10 heures par jour à regarder des feuilles de calcul, à trouver le point exact de défaillance structurelle dans des entreprises de plusieurs millions d'euros. Je ne fais pas de caprices. J'orchestre des liquidations. Pendant que j'étais assis là à siroter mon eau et à les regarder célébrer le vol de ma propriété, mon esprit faisait les calculs. Une vente au comptant, une clôture rapide, une disparition complète et totale. Leur célébration était bâtie sur des fondations de sable et je détenais l'océan. L'effondrement total était inévitable et il arriverait dans exactement 7 jours. J'ai rentré chez moi ce soir-là avec la radio éteinte. Les rues étaient calmes, couvertes d'une fine couche de neige sale. Mes mains reposaient à 10 heures et 2 heures sur le volant, complètement détendues. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y avait pas de rage tremblante. Il n'y avait que la clarté froide et nette d'un homme qui s'était enfin réveillé d'un coma de 30 ans. Dans ma tête, un grand livre invisible est apparu. Sur le côté gauche, les dettes, les milliers d'euros que j'avais librement donnés pour les sortir de l'embarras. Les week-ends que j'avais passés à réparer le chauffe-eau de mes parents. Les vacances que j'avais passées à me mordre la langue pendant que Victor insultait ma carrière. Sur le côté droit, les actifs, zéro. Il ne m'avait absolument rien donné en retour. Ni respect, ni autonomie, ni même la courtoisie de demander avant de voler ma maison. Quand je me suis garé dans mon allée, j'ai levé les yeux vers la maison de ville. Le revêtement bleu marine, la porte d'entrée en verre dépoli, c'était la mienne. Chaque brique, chaque clou avait été payé par mon sang et ma sueur. Et il croyait vraiment, sincèrement, que cela appartenait au collectif familial. Il ne me voyait pas comme un individu. J'étais un compte de réserve. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte et je suis allé directement à mon bureau à domicile. J'ai préparé une cafetière de café noir à 1 heure du matin. J'ai allumé mon ordinateur portable. L'écran a illuminé la pièce sombre, et j'ai ouvert mon email personnel. Il y avait un message dans ma boîte de réception datant de 2 semaines, sur lequel j'avais hésité. Il venait du vice-président de la gestion des risques de mon entreprise. Il m'offrait une promotion au poste de directeur principal des risques à notre succursale de Lyon, France. Cela venait avec une augmentation de salaire massive, un forfait de déménagement et une autorité immense. Pendant 14 jours, j'avais hésité à cliquer sur le bouton « Répondre », me disant que je ne pouvais pas accepter. Je ne pouvais pas déménager à l'autre bout du pays parce que mes parents vieillissaient. Parce que Victor était un désastre, parce que qui s'occuperait des impôts? Qui réparerait le toit? Qui serait le fiable? J'ai relu l'email. Les mots avaient l'air différents maintenant. Ils ne ressemblaient pas à un fardeau. Ils ressemblaient à une sortie de secours. J'ai réalisé que ma mère avait raison sur une chose, je n'avais pas besoin de cet espace. Je n'avais pas besoin de cet état. Je n'avais pas besoin de cette famille. J'ai cliqué sur « Répondre ». J'ai tapé 3 phrases confirmant mon acceptation du poste à Lyon, demandé que les fonds de déménagement soient accélérés, et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Le clic de la souris a résonné dans la maison silencieuse. Le tableau était dressé. Je partais, mais je ne pouvais pas juste leur laisser la maison. Je ne pouvais pas les laisser gagner. Si je leur remettais juste les clés et m'enfuyais à Lyon, ils passeraient le reste de leur vie à raconter à tout le monde à quel point ils avaient été généreux de me donner ma maison et à quel point c'était étrange que je sois juste parti. Non, je devais réduire l'illusion en cendres. Je devais voir jusqu'où leur cupidité s'étendait avant de renverser la table. J'ai passé les 2 heures suivantes à fouiller un dossier numérique intitulé « Immobilier ». Il y a 8 mois, le marché immobilier de ma région avait flambé. J'avais reçu des lettres et des emails d'investisseurs immobiliers agressifs cherchant à acheter des maisons de ville dans mon code postal en espèces. Je les jetais habituellement, mais un gars avait été incroyablement persistant. Son nom était Simon. C'était un spéculateur immobilier sans scrupules qui m'avait envoyé par email une offre permanente de 550 000 euros. Tout en espèces, sans aucune condition, clôture en 30 jours. À l'époque, je lui avais dit de me laisser tranquille.
J'ai trouvé son email. L'offre était toujours là, figée dans l'encre numérique. J'ai noté son numéro de téléphone sur une note autocollante jaune et l'ai collé au bas de mon moniteur. Il était 2h30 du matin. Je suis finalement allé me coucher et j'ai dormi pour la première fois depuis des années sans sentir le poids de ma famille sur ma poitrine. Je me sentais léger. Je me sentais dangereux. Je me suis réveillé le 26 décembre au son de mon téléphone vibrant violemment sur ma table de chevet. Je l'ai attrapé, plissant les yeux contre l'écran lumineux. C'était un message de Delphine. Salut Nicolas, j'espère que tu as passé un bon Noël. Petite faveur. Peux-tu vider complètement l'endroit avant le 15? Je viens de commander un canapé sectionnel sur mesure à 10 000 € d'un grand magasin d'ameublement de luxe et il est prévu pour livraison le 17. Aussi, Victor vient aujourd'hui avec un entrepreneur pour mesurer le mur entre la cuisine et le salon. Nous allons l'abattre pour créer une ambiance ouverte. Merci, mon chéri. J'ai fixé le texte. 10 000 € pour un canapé sur mesure. Son mari venait de faire faillite. Il n'avait aucune équité. Il volait ma maison. Et elle achetait des meubles de designer sur mesure à crédit parce qu'elle supposait qu'elle avait une maison gratuite. L'audace était si astronomique qu'elle forçait presque le respect. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti du lit, j'ai fait du café et je suis descendu. Exactement à 10h du matin, un énorme pick-up blanc s'est arrêté devant mon trottoir. Victor en est sorti, vêtu de ses vêtements de sport coûteux, tenant un presse-papier. Un gars en veste Carhartt, portant un outil de mesure laser, est sorti du côté passager. Ils ont monté les marches de ma porte d'entrée. Victor n'a même pas pris la peine de frapper. Il a juste tendu la main vers la poignée de porte et l'a secouée. La trouvant verrouillée, il a froncé les sourcils et a frappé du poing contre le verre dépoli. Nicolas, ouvre. Je sais que tu es là. J'ai déverrouillé la porte et l'ai ouverte, tenant ma tasse de café. Je ne me suis pas écarté pour les laisser entrer. Je me suis juste tenu dans l'embrasure, bloquant le passage. Salut, a dit Victor, ignorant les politesses. C'est Marc. Il va me faire un devis pour abattre ce mur porteur. Il faut faire vite si on veut emménager le premier. J'ai regardé Marc. Marc avait l'air mal à l'aise. J'ai regardé Victor. Non, ai-je dit doucement. Victor a cligné des yeux. Excuse-moi. Non, ai-je répété. Vous n'entrez pas et vous ne mesurez pas mes murs. Victor a laissé échapper un soupir exaspéré. Le genre que donne un parent à un enfant qui fait une crise de colère dans un supermarché. Il a roulé des yeux et s'est rapproché, essayant d'utiliser sa taille physique pour m'intimider. Papa a donné son accord, Nicolas, arrête de faire une scène. Tu as accepté ça hier soir. Nous en avons plus besoin que ton ego. Ne rends pas les choses difficiles. J'ai regardé mon frère. Vraiment. J'ai vu les cernes profonds sous ses yeux, le désespoir caché derrière sa posture agressive. Il était endetté jusqu'au cou, et il utilisait l'autorité tordue de notre père comme bouée de sauvetage pour voler mon bateau. La maison est à mon nom, Victor, ai-je dit, en gardant ma voix parfaitement égale. Pas à papa. À moi. Victor a ricané. Oui. Enfin, papa a payé tes études, non? Nous sommes une famille. Nous partageons le fardeau. Maintenant, dégage du chemin pour que Marc puisse faire son travail. J'ai fait un pas en avant, forçant Victor à reculer sur la marche du Porsche. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Si vous ou Marc faites un pas de plus vers ma porte, j'appellerai la police et vous ferai expulser de ma propriété. Passe une bonne journée, Victor. J'ai claqué la porte au nez et verrouillé. À travers le bois épais, j'ai entendu Victor crier. Il a donné un coup de pied dans la porte, hurlant que j'étais un salaud égoïste, que je gâchais la vie de ses enfants, que papa allait en entendre parler. Je suis resté dans le hall, buvant mon café, l'écoutant faire une crise de colère sur mon Porsche. Finalement, le pick-up blanc a démarré en trombe, les pneus crissant sur le pavé froid. Je les ai vus partir par la fenêtre. Il avait raison sur une chose, quelqu'un emménagerait le 1er janvier. Ce ne serait juste pas lui. Dès que le camion de Victor a disparu au coin de la rue, je suis retourné à mon bureau et j'ai ramassé la note autocollante jaune. J'ai composé le numéro de Simon.
Il a décroché à la deuxième sonnerie, l'air bien réveillé et hyper caféiné. Simon Capital, comment puis-je vous aider? Simon, c'est Nicolas, la maison de ville de la rue des Ormes. Vous m'avez offert 550 000 € en espèces il y a 8 mois. Il y a eu une pause sur la ligne. J'ai entendu le clic frénétique d'un clavier. Ah, Nicolas. Oui, la belle bleue. Je m'en souviens. Vous m'avez dit d'aller me faire voir. C'est vrai, ai-je dit. Je change d'avis. L'offre en espèces tient-elle toujours? Simon a ri. Un rire sec et prédateur. Le marché est un peu plus mou maintenant, Nicolas. Mais je veux cette unité. Oui. L'offre tient. 550 000 € en espèces, en l'état. Mais je dois conclure vite. Je déteste faire traîner les choses pendant les vacances. À quelle vitesse, ai-je demandé? Si votre titre est propre et que vous n'avez pas de gage bizarre, nous pourrions ouvrir un compte séquestre aujourd'hui et conclure avant le 30. 4 jours. 4 jours. C'était le 30 décembre. La veille de l'énorme fête du Nouvel An de ma famille, où mon père prévoyait de remettre officiellement les clés à Victor devant toute la famille élargie. C'était de la poésie. C'était la perfection mathématique. Envoyez l'accord d'achat à mon avocate avant midi, ai-je dit. J'ai raccroché et j'ai immédiatement composé le numéro de Pénélope. Pénélope est une avocate immobilière impitoyable avec qui j'avais travaillé sur quelques fusions d'entreprises. Elle facture 600 € de l'heure et vaut chaque centime. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai expliqué la situation. Je lui ai parlé du dîner, de la déclaration de mon père, de la visite de Victor avec l'entrepreneur, et de l'offre en espèces de Simon. Pénélope a ri si fort qu'elle a dû poser le téléphone un instant. Laissez-moi bien comprendre, a-t-elle dit, sa voix crépitant à travers le haut-parleur. Votre père a donné un bien d'un demi-million d'euros qu'il ne possède pas, et votre frère essaie d'abattre des murs porteurs dans une maison où il n'a aucun droit légal d'entrée. C'est le résumé. Oui, ai-je répondu. Jésus-Christ, a-t-elle marmonné. J'adore les drames familiaux quand je suis payé à l'heure. Écoutez-moi, Nicolas. Si votre nom est le seul sur cet acte, ils n'ont absolument aucune base légale. Ils ne peuvent pas arrêter la vente. Ils ne peuvent pas retenir le titre. Ce ne sont que des gens bruyants et suffisants. Je vais obtenir le contrat de Simon. Nous allons pousser la société de titres à accélérer la recherche et nous conclurons cela le 30. Vous aurez un virement bancaire d'un demi-million d'euros avant la fermeture des banques pour les vacances. Verrouillez ça, Pénélope. Rendez-le étanche. Je ne veux pas une seule faille dans laquelle il pourrait se faufiler. Considérons que c'est fait. J'ai raccroché. La machine était officiellement en marche. Les papiers circulaient discrètement via des serveurs numériques, transférant la propriété, dégageant les titres, préparant les virements bancaires. La destruction des droits acquis de ma famille allait être assourdissante. Mais pour l'instant, c'était complètement silencieux. Il me restait 3 jours pour emballer toute ma vie et me préparer à l'explosion. Les 2 jours suivants furent une leçon de compartimentation psychologique. Tandis que Pénélope et Simon travaillaient en coulisses pour accélérer la recherche de titres, je vaquais à mes occupations comme si rien n'avait changé. J'ai emballé mes affaires dans des cartons à la faveur de la nuit. J'ai engagé une entreprise de déménagement privé pour transporter ma vie dans un garde-meuble à Lyon, France. Mais avant que le couperet ne tombe, avant le point de non-retour absolu, j'ai ressenti une étrange et persistante obligation de donner une dernière chance à mes parents. Ce n'était pas par faiblesse. C'était une évaluation des risques. Je devais savoir, pour ma propre santé mentale, s'il restait une once d'amour véritable pour moi dans leur cœur, ou si j'étais vraiment devenu un simple instrument pour leur commodité. Le soir du 28 décembre, je me suis rendu chez mes parents. Les lumières de Noël clignotaient toujours agressivement autour des colonnes du porche. À l'intérieur, la maison était étouffante de chaleur. Mon père, Henri, était assis dans son fauteuil en cuir usé, regardant un match de football universitaire avec le volume trop élevé. Ma mère, Marianne, était dans la cuisine, fredonnant à la radio pendant qu'elle préparait une nouvelle fournée de biscuits au sucre. C'était l'image parfaite du bonheur domestique, complètement divorcé du drame familial toxique qu'ils orchestraient activement. Je suis entré dans le salon et me suis tenu entre mon père et la télévision. Il a soupiré bruyamment, se penchant sur le côté pour voir au-delà de mes jambes. Nicolas,
une porte est plus utile qu'une fenêtre, a-t-il grommelé, sans même me regarder dans les yeux. Éteins la télé, papa. Il faut qu'on parle, a-t-il gémi, a pris la télécommande et a coupé le son du match. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu boudes toujours à cause de la maison. Victor a dit, tu as fait une scène sur le porche hier. Il faut que tu te débarrasses de cette attitude, Nicolas. C'est indigne d'un homme adulte. Ma mère a essuyé ses mains couvertes de farine sur son tablier et s'est dépêchée d'entrer dans le salon, sentant la tension. Maintenant Henri, parlons gentiment, a-t-elle dit, s'asseyant au bord du canapé. Qu'est-ce qui te tracasse, chérie? Je les ai regardés tous les deux. J'ai gardé ma voix incroyablement calme, complètement dénuée de la colère qui me rongeait la poitrine. Je veux vous poser une simple question, ai-je dit. Trouvez-vous juste de prendre une maison que j'ai achetée avec mon propre argent, une maison où mon nom est le seul sur l'acte, et de la donner à Victor sans jamais me demander? Le visage de mon père s'est immédiatement durci. Son orgueil narcissique ne pouvait supporter d'être remis en question. Juste, a-t-il aboyé. Tu veux parler de justice? Est-ce juste que ton frère ait du mal à nourrir ses enfants pendant que tu vis seul dans une maison de 3 chambres avec un gros salaire d'entreprise? Nous sommes une famille, Nicolas. Nous ne comptons pas les points. Nous partageons la richesse. Tu as toujours été le plus intelligent, celui qui retombe sur ses pattes. Victor a besoin de ça. Pourquoi es-tu si incroyablement égoïste? Je me suis tourné vers ma mère. Elle me regardait avec ses grands yeux innocents qu'elle utilisait toujours pour manipuler le récit. Elle a tendu la main et m'a tapoté le bras. Ne sois pas le frère cupide, Nicolas, a-t-elle dit doucement. Sa voix était comme du velours enveloppant une lame de rasoir. Tu pourras toujours acheter une autre maison un jour. Tu es célibataire. Tu n'as pas de vraie responsabilité. Victor n'a rien en ce moment. Nous essayons juste de le maintenir à flot. Tu sais que nous vous aimons tous les deux également, mais tu es fort. Tu vas toujours bien. Laisse-le avoir cette victoire. J'ai fixé sa main posée sur mon bras. Elle croyait sincèrement ce qu'elle disait. Elle s'était convaincue que prendre mes économies était un acte d'amour familial. Dans son esprit, le fait que je sois responsable et que j'ai réussi signifiait que je renonçais à mon droit de propriété personnelle. Ils étaient complètement, désespérément aveugles à l'abus émotionnel qu'ils infligeaient. Je leur ai donné la corde et ils ont attaché leur propre nœud coulant avec enthousiasme. J'ai reculé doucement, en retirant la main de ma mère de mon bras. Tu as raison, maman, ai-je dit calmement. Je vais toujours bien. Je me suis retourné et je suis sorti de la maison. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. J'ai juste marché jusqu'à ma voiture, je suis monté et je suis parti. Le test final était terminé. Ils avaient échoué de manière spectaculaire. Toute culpabilité persistante que j'avais à propos de ce que j'étais sur le point de faire s'est évaporée dans l'air froid de l'hiver. Il était temps de tirer le levier. Le matin du 30 décembre était couvert, le ciel d'un gris plat et impitoyable. Je suis entré dans le bureau de Pénélope à exactement 9 heures du matin. Le bureau sentait le mobilier en cuir coûteux, le café rassis et le tonneur d'imprimante. C'était un environnement stérile et insensible, ce dont j'avais exactement besoin. Simon était déjà là, assis à la table de conférence dans un costume parfaitement ajusté, tapotant une épingle en or contre une pile d'épais documents juridiques. Il ressemblait à un requin qui venait de coincer un phoque blessé. Quand je suis entré, il s'est levé et m'a offert une poignée de main ferme et professionnelle. « Nicolas » a-t-il dit, affichant un sourire d'une blancheur éclatante. Heureux que nous ayons pu faire cela si rapidement. Pénélope est entrée juste derrière moi, portant un plateau de café noir. Elle a posé un énorme dossier de couleur chamois sur la table. Finissons-en, messieurs. J'ai une fête de fin d'année à laquelle assister à midi. Les 40 minutes suivantes furent un flou d'initiales, de signatures et de tampons notariés. C'est incroyablement surréaliste de voir à quelle vitesse une décennie de travail acharné peut changer de main. 10 ans à économiser chaque centime, à sacrifier ma vie sociale, à travailler tard le soir à analyser des modèles de risque d'entreprise, tout cela s'est résumé à quelques coups de stylo à encre bleue. J'ai signé l'acte de garantie. J'ai signé la déclaration de clôture. J'ai signé le transfert de titre. Je n'ai pas hésité une seule fois. Lorsque le dernier document a été signé, Pénélope a pris la pile,
l'a estampillé de son sceau notarial et a regardé Simon. Virer les fonds, a-t-elle exigé. Simon a sorti son téléphone, s'est connecté à son portail bancaire sécurisé et a tapoté l'écran plusieurs fois. C'est fait, a-t-il dit. Mon téléphone a vibré dans ma poche 10 secondes plus tard. Je l'ai sorti et j'ai regardé la notification de ma banque. Un virement entrant de Simon Capital était passé. 550 000 €. Les chiffres me regardaient, nets et indéniables. La maison est à vous, Simon, ai-je dit, en faisant glisser mon jeu de clés de rechange sur la table en acajou. Plaisir de faire affaire avec vous, Nicolas. Bonne année. J'ai quitté le cabinet d'avocat et je suis retourné à la rue des Ormes une dernière fois. Les déménageurs privés étaient venus la veille pendant que j'étais au travail, emportant le reste de mes affaires emballées et mon matelas. La maison de ville était complètement vide. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis entré. Mes pas résonnaient sur les parquets que j'avais poncés et vernis de mes propres mains. La lumière du matin filtrait par les grandes fenêtres avant, projetant de longues ombres sur les murs bleu marine. La maison sentait la peinture fraîche et le nettoyant à pain. J'ai traversé le salon, passant ma main le long du mur de briques apparentes. Je suis entré dans la cuisine où j'avais installé les comptoirs en quartz. Je suis monté à la chambre principale où j'avais dormi pendant les 6 dernières années. C'était douloureux. Je ne vous mentirai pas en disant que je n'ai rien ressenti. Abandonner le seul sanctuaire que j'ai jamais connu était un énorme sacrifice. Mais en me tenant là, dans la pièce vide, j'ai réalisé que si je gardais cette maison, ma famille la traiterait à jamais comme leur garde-manger personnel. Ils la pilleraient chaque fois que Victor aurait faim. Ils exigeraient constamment l'accès, l'espace, ma soumission. On ne peut pas protéger un actif d'un parasite si le parasite vous a convaincu qu'il possède l'hôte. La seule façon de gagner était de faire disparaître l'actif. On ne peut pas donner ce qui n'existe plus. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai dit un silencieux adieu au mur qui m'avait protégé et je suis sorti par la porte d'entrée. Je l'ai verrouillé derrière moi et j'ai déposé la clé principale dans le boîtier sécurisé que Simon avait installé sur la balustrade. J'étais officiellement sans abri. J'étais incroyablement riche et j'étais absolument prêt pour le réveillon du Nouvel An. Je me suis assis dans ma voiture et j'ai composé le numéro de tante Vivienne. Elle a répondu immédiatement, « Nicolas, chéri, tu vas bien ? Tu as quitté la maison de tes parents de mauvaise humeur l'autre soir. »« Je vais parfaitement bien, tante Vivienne, » ai-je dit. « J'ai juste une question rapide. Serez-vous au dîner du réveillon du Nouvel An demain soir chez papa ? » ?»« Oui, bien sûr. » Henri a invité la moitié du quartier. Il a appelé tout le monde, se vantant d'une grande surprise qu'il va offrir à Victor. Pour être honnête avec toi, ça me rend malade. Bien, ai-je répondu. Assurez-vous d'avoir une place près du bout de table. Vous ne voudrez pas manquer le toast. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Le piège était tendu. La liste des invités était finalisée. C'était maintenant l'heure du spectacle. Le soir du 31 décembre, il faisait un froid glacial, mais la maison de mes parents débordait littéralement de chaleur corporelle et de champagne bon marché. Je suis arrivé à 20h, vêtu d'un costume anthracite sur mesure que je réservais habituellement aux réunions du conseil d'administration. Je voulais avoir l'air exactement de l'actuaire professionnel que j'étais. Je voulais avoir l'air intouchable. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, l'ampleur de l'arrogance de mon père est devenue évidente. Il n'avait pas seulement invité la famille proche. Il avait invité ses amis de l'église, ses amis du golf et plusieurs cousins qui agissaient comme ses fidèles hommes de main. Il y avait des guirlandes argentées et dorées accrochées au plafond. Une immense bannière au-dessus de la cheminée lisait « Bonne année. Nouveau départ ». Victor et Delphine tenaient salon au centre du salon. Delphine tenait littéralement un anneau d'échantillon de tissu, montrant aux amis golfeurs de mon père la nuance exacte de beige qu'elle prévoyait de peindre ma chambre principale. Elle parlait fort du stress du déménagement, mais de la chance qu'ils avaient d'avoir une famille qui pourvoyait à leurs besoins. Victor se tenait à côté d'elle, sirotant une bière, ressemblant à un propriétaire triomphant qui venait de conquérir un nouveau territoire. Je suis entré dans la pièce et la conversation a baissé d'une fraction de seconde. Ma mère s'est précipitée vers moi, le visage rougi d'excitation. « Nicolas, tu es si beau. Je suis si contente que tu te sois habillé. Ce soir est une soirée très spéciale pour notre famille. » « Je parie que oui, maman, ai-je dit,
offrant un sourire tendu et poli. J'ai pris un verre de cidre pétillant et me suis déplacé au bord de la pièce. J'ai croisé le regard de tante Vivienne de l'autre côté de l'îlot de cuisine. Elle tenait un verre de vin rouge, regardant entre moi et Victor. Elle m'a fait un petit signe de tête inquiet. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle savait que je n'étais pas le genre de personne à simplement se laisser faire et à laisser un frère narcissique voler mes économies. Alors que l'horloge approchait de 21 heures, mon père décida qu'il ne pouvait plus attendre pour se délecter de l'admiration de ses pairs. Il prit une cuillère et la frappa agressivement contre sa flûte à champagne en cristal. Digne, digne, digne. Puis-je avoir l'attention de tous, s'il vous plaît? La pièce se tut lentement. Les gens se rassemblèrent autour du salon, souriant avec attente. Victor passa son bras autour de la taille de Delphine, bombant le torse. Ma mère se tenait à côté de mon père, joignant les mains en adoration pure. Mon père s'éclaircit la gorge, ajustant sa cravate. Alors que nous nous préparons à sonner la nouvelle année, je veux prendre un instant pour parler de ce qui compte vraiment dans ce monde. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le succès. C'est la famille. Nous savons tous que Victor et Delphine ont traversé une période difficile récemment. Mais dans cette famille, nous ne laissons pas les nôtres se noyer. Nous les soutenons. Il fit une pause, laissant la foule murmurer son approbation. Il en était absolument ravi. Alors, en signe de notre soutien indéfectible et pour donner à mes magnifiques petits-enfants la maison qu'ils méritent, Marianne et moi remettons officiellement la maison de ville de la rue des Ormes à la famille de Victor. La pièce éclata en applaudissements. Les gens applaudissaient, levaient leurs verres. Delphine laissa échapper un sanglot théâtral et enfouit son visage dans la poitrine de Victor. Victor souriait d'une oreille à l'autre, se délectant de la gloire imméritée. Mon père plongea la main dans sa poche et en sortit une grande clé en laiton lourde avec un ruban rouge noué autour. C'était un accessoire, une véritable mise en scène qu'il avait achetée pour rendre le moment plus dramatique. Il la tint en l'air pour que tout le monde la voie. « C'est fait !» cria mon père par-dessus les applaudissements. « C'est réglé. Les enfants ont une cour. Victor a un nouveau départ, et nous devons tout cela à la force de cette famille. » Il abaissa la clé et me regarda directement. Toute la pièce suivit son regard. Ils me regardaient tous, attendant que le frère généreux, complaisant et invisible hoche la tête, sourie et bénisse publiquement le vol de sa propre maison. J'ai posé mon verre de cidre sur une table d'appoint. J'ai déboutonné ma veste de costume. La pièce est devenue silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. J'ai cherché dans la poche intérieure de ma veste, mais je n'ai pas sorti de clé. J'ai sorti un épais dossier jaune avec un tampon rouge vif, fermé, imprimé sur le devant. Je me suis avancé au centre de la pièce. Merci beaucoup de m'avoir suivi à travers ce drame familial insensé. Si vous aimez cette vengeance satisfaisante, laissez un commentaire disant « Je gagne » ci-dessous. C'est notre code secret pour les vrais fans qui regardent jusqu'à la fin. Et je promets de liker et de répondre à chaque commentaire disant « Je gagne ». Maintenant, finissons-en. Je me tenais au centre exact du salon. 50 paires d'yeux étaient rivés sur moi. L'énergie festive s'était instantanément évaporée, remplacée par une tension suffocante et confuse. Le sourire triomphant de mon père commença à vaciller, la fausse clé en laiton pendant maladroitement de sa main. Le sourire arrogant de Victor se crispa en un regard de suspicion. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai parlé avec le même ton mesuré et monocorde que j'utilisais pour présenter une analyse de risque à un conseil d'administration. Avant que quiconque ne commence à emballer des cartons, ai-je dit, le son portant parfaitement dans la pièce silencieuse. Il y a une légère erreur logistique que nous devons clarifier. J'ai marché jusqu'à la table basse devant mon père. J'ai ouvert le dossier jaune et en ai sorti 2 feuilles de papier. Je les ai posées à plat sur la surface en verre, côte à côte. La première était une copie certifiée de l'acte original avec mon nom, Nicolas, surligné à l'encre jaune vif. La seconde était la déclaration de clôture de Simon Capital datée du 30 décembre, complète avec le tampon notarial de Pénélope et le reçu de virement bancaire d'1 demi-million d'euros. J'ai levé les yeux des papiers et j'ai croisé le regard de mon père. On ne peut pas donner un bien qu'on n'a jamais possédé, papa, ai-je dit. Et personne ne peut emménager dans la maison de ville de la rue des Ormes parce qu'elle ne m'appartient plus. Je l'ai vendue pour de l'argent comptant hier matin.
Le silence qui a suivi n'était pas seulement calme. C'était un poids physique. C'était le son d'une illusion de 30 ans se brisant en 1 million de morceaux de poussière dentelée. 4-5 secondes angoissantes. Personne ne respirait. Puis mon père s'est avancé. Il a regardé la table basse. Il a ramassé le relevé de clôture. J'ai observé ses yeux parcourir la page, lisant les chiffres, regardant la date, les signatures, et finalement se posant sur l'énorme tampon rouge qui disait « Vendu ». Le sang s'est complètement retiré de son visage. Il est passé d'un patriarche fier et rougi à un vieil homme malade et pâle. En quelques secondes, ses mains ont commencé à trembler. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est » a-t-il bégayé, sa voix se brisant. Victor a bousculé Delphine et a arraché le papier des mains de mon père. Il l'a lu, puis il a explosé. Victor a poussé un cri guttural de rage pure et non altéré. Il a claqué son poing sur la table basse en verre si fort que j'ai cru qu'elle allait se briser. Il a bondi vers moi, le visage violet, de la salive volant de ses lèvres. « Tu es fou » a-t-il rugi. « Tu as vendu la maison. Nous avons réservé le camion de déménagement. Nous avons dit aux enfants qu'ils auraient leur propre chambre. Tu as poignardé ta propre chair et ton sang dans le dos, espèce d'ordure égoïste et arrogante. » Delphine a poussé un cri horrifiant et s'est effondrée sur le canapé. Le canapé sur mesure. Elle a gémi, tirant ses cheveux. J'ai mis un canapé sur mesure à 10 000 € sur ma carte de crédit. J'ai commandé une table à manger de style ferme. Où allons-nous le mettre ? Nous ne pouvons pas annuler les commandes. La pièce a éclaté dans un chaos total. Les hommes de main, les cousins et les amis golfeurs ont commencé à chuchoter frénétiquement, reculant vers les murs pour éviter la zone d'explosion. Victor hurlait des injures, menaçant de me poursuivre en justice, menaçant de me battre à plate couture. Mon père est resté là, vacillant légèrement, les fausses clés en laiton glissant de ses doigts et frappant le sol avec un cliquetis pathétique. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai laissé le bruit m'envahir. Je les ai laissés montrer leur vraie couleur à tout le quartier. Et puis, quand Victor a fait une pause pour respirer, j'ai porté le coup fatal. J'ai regardé ma mère, qui se tenait figée près de la cheminée, les mains couvrant sa bouche d'horreur. J'ai utilisé les mots exacts qu'elle avait prononcés à travers le mur de la cuisine le soir de Noël. Vous avez dit à tout le monde que je n'avais pas besoin de tout cet espace, maman, ai-je dit, ma voix résonnant clairement par-dessus le chaos. Vous avez dit que je travaillais et que je dormais, c'est tout. Vous avez dit que c'était juste moi. J'ai marqué une pause, laissant les mots tomber comme des poids de plomb. Eh bien, ai-je continué, mon regard balayant le visage violet de Victor, l'expression pâle de mon père et la forme sanglotante de Delphine. Maintenant, aucun de nous ne l'a. Victor a chargé de nouveau vers moi, mais 2 des amis golfeurs de mon père lui ont attrapé les bras, le tirant en arrière. « Laissez-moi » a-t-il crié, se débattant. « Je vais le tuer. »« Tu ne feras rien, Victor » ai-je dit froidement. « Parce que tu n'as aucun levier, pas d'argent et pas de maison. La banque est officiellement fermée. » La panique pure dans la pièce était enivrante, mais la guerre psychologique n'était pas encore terminée. Ma mère, réalisant que la situation était entièrement hors de leur contrôle, a eu recours à la seule arme qui lui restait, les larmes instrumentalisées. Elle a bousculé les invités stupéfaits et s'est précipitée vers moi, les larmes coulant sur son visage. « Nicolas, comment as-tu pu » a-t-elle sangloté, agrippant mon avant-bras. Sa prise était désespérée. « Pourquoi ferais-tu quelque chose d'aussi cruel ? Je pensais que tu allais toujours bien. Tu ne te plains jamais. Tu répares toujours tout. » Je l'ai regardé. Il y a 10 ans, ses larmes m'auraient brisé. Je me serais immédiatement excusé, j'aurais fait un chèque et j'aurais essayé de réparer l'irréparable. Mais ce soir, je ne ressentais absolument rien. « J'allais bien, maman » ai-je dit, en gardant ma voix terrifiante de calme, parce que je devais l'être. Parce que si je n'allais pas bien, cette famille s'effondrerait. Mais vous avez confondu mon indépendance avec une invitation à m'exploiter. Vous avez décidé que ma vie était un compte courant dans lequel vous pouviez puiser sans demander. J'en ai fini d'être le fond d'urgence. Un cousin du fond de la pièce, l'un des fidèles hommes de main de mon père, a pris la parole. Tu sais, Nicolas, ton père voulait juste aider ton frère. Tu n'avais pas à les embarrasser devant tout le monde. C'est ta famille.
Avant que je puisse même ouvrir la bouche pour répondre, une voix nette et autoritaire a fendu l'attention. Tais-toi, Grégoire. C'était tante Vivienne. Elle est sortie de la cuisine, les yeux flamboyants de fureur absolue. Elle est entrée directement au centre du salon, pointant un doigt accusateur vers mon père. Henri, tu es un imbécile, a dit Vivienne, sa voix dégoulinante de venin. Et Marianne, tu es aveugle. J'ai vu Nicolas acheter cette maison. Je l'ai vu faire 2 emplois. Je l'ai vu poncer ses planchers jusqu'à ce que ses mains saignent. Aucun d'entre vous ne lui a donné un seul centime. Aucun d'entre vous ne l'a aidé à déménager. Et toi, Henri, tu te tiens là comme si tu étais un roi bienveillant, donnant les économies de toute une vie d'un garçon juste pour couvrir le fait que Victor est un échec complet et total. Victor a essayé de lui crier dessus, mais Vivienne a tourné la tête vers lui. N'essaie même pas, Victor. Tu as 37 ans, tu supplies ton papa de voler la maison de ton petit frère parce que tu ne sais pas gérer une entreprise. Tu devrais avoir honte de te montrer en public. La pièce était complètement paralysée. Tante Vivienne venait de dire tout haut ce que personne n'osait dire. Elle avait arraché le masque de la dynamique familiale toxique et forcé tout le monde à regarder la vilaine vérité en dessous. Mon père a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Il a juste regardé le sol. Elle a raison, a continué Vivienne, se tournant vers la foule d'invités choqués. Nicolas l'a achetée et Nicolas l'a vendue. Vous avez tous essayé de la voler en plein jour. Si l'un d'entre vous pense qu'il est le méchant ici, vous êtes aussi délirant qu'Henri. J'ai regardé tante Vivienne. Elle m'a fait un signe de tête ferme. C'était tout ce dont j'avais besoin. La vérité était consignée, attestée par 50 personnes. Mon père ne pourrait jamais déformer cette histoire. Il ne pourrait jamais jouer les victimes. J'ai plongé la main dans ma poche une dernière fois. J'ai sorti une petite clé argentée. C'était la clé de rechange de la maison de mes parents. La clé que j'avais portée sur mon trousseau pendant une décennie. La clé que j'utilisais quand je venais réparer leur plomberie, mettre à jour leur ordinateur ou leur déposer de l'argent quand ils étaient à court de fonds. J'ai marché jusqu'à la table basse et j'ai laissé tomber la clé argentée juste à côté de la fausse clé en laiton de mon père. Elle a fait un bruit sec et définitif contre le verre. J'ai accepté un poste de directeur principal des risques à Lyon, ai-je dit à la pièce. Je pars demain matin. Ne m'appelez pas pour réparer le toit. Ne m'appelez pas pour faire vos impôts. Et Victor, je vous suggère d'appeler un grand magasin d'ameublement de luxe et de vous renseigner sur leur politique de retour. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. La foule s'est écartée devant moi comme la mer Rouge. Personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a dit un mot. Quand je suis sorti sur le porche, le vent glacial de décembre m'a frappé le visage, et pour la première fois de ma vie, mes poumons se sont dilatés pleinement. J'ai pris une grande inspiration d'air glacial. J'étais libre. Le matin du 1er janvier s'est levé avec un soleil brillant et aveuglant sur l'autoroute. Ma voiture était pleine de mes dernières affaires essentielles, et mon GPS était réglé sur Lyon, France. Le chauffage soufflait à fond, mon podcast préféré jouait, et mon compte bancaire affichait un solde de plus d'un demi-million d'euros. Quelque part vers la 3e heure de route, je me suis arrêté à une aire de repos pour prendre un café. J'ai sorti mon téléphone de la console centrale. Je l'avais gardé en mode silencieux depuis que j'étais sorti de la maison de mes parents. L'écran s'est illuminé. 84 appels manqués. Je me suis assis dans la voiture froide et j'ai fait défiler les notifications, me sentant comme un auditeur examinant le grand livre final d'une entreprise en faillite. Victor avait appelé 30 fois. Il avait laissé des messages vocaux furieux et hurlants, exigeant que je lui donne la moitié de l'argent de la vente pour couvrir ses dettes de carte de crédit et les frais d'annulation du camion de déménagement. Il menaçait de me poursuivre pour détresse émotionnelle. J'ai tout supprimé sans écouter jusqu'à la fin. Delphine avait envoyé une série de 20 messages textes frénétiques. Il commençait par de la colère, me traitant de monstre, et dégénérait rapidement en supplication. Elle a demandé si je pouvais juste leur prêter 15 000 € pour qu'ils n'aient pas à déclarer faillite à cause des meubles sur mesure et des entrepreneurs qu'ils avaient engagés pour abattre mes murs. J'ai bloqué son numéro. Mon père n'a pas appelé une seule fois. Son orgueil était trop brisé. Il avait été publiquement humilié devant ses amis golfeurs et son groupe d'église. L'illusion de son pouvoir avait disparu, et un narcissique sans pouvoir se retirera généralement dans le silence.
Ma mère avait appelé 15 fois. Elle a laissé un message vocal. Sa voix était petite, rauque et pathétique. Nicolas, s'il te plaît, rappelle-moi. La maison est en désordre. Victor et ton père se sont terriblement disputés. Delphine a pris les enfants et est allée chez sa sœur. S'il te plaît, chérie. Nous avons besoin que tu viennes arranger ça. S'il te plaît. J'ai hésité avec mon pouce sur le bouton de rappel. L'ancien Nicolas, le distributeur automatique fiable, le réparateur invisible, aurait rappelé. Il aurait fait demi-tour. Le nouveau Nicolas a supprimé le message vocal et a jeté le téléphone sur le siège passager. Les conséquences au cours des semaines suivantes, dont j'ai entendu parler sporadiquement par tante Vivienne, furent spectaculaires. Victor ne pouvait pas payer les frais d'annulation pour les entrepreneurs ni pour le camion de déménagement. Delphine a refusé d'annuler ses meubles de designer, les plongeant dans une spirale catastrophique de dettes de cartes de crédit. Ils ont fini par devoir déménager de leur appartement et s'installer dans le sous-sol exigu de mes parents. Mon père a cessé d'aller à son club de golf parce que tout le monde là-bas avait été témoin de son humiliation absolue. La dynamique familiale a complètement implosé parce qu'ils n'avaient plus de bouc émissaire pour absorber leurs échecs. J'ai acheté un magnifique loft moderne dans le centre-ville de Lyon en espèces. J'ai commencé mon nouveau travail. Je me suis fait de nouveaux amis qui ne me connaissent pas comme le réparateur familial. Mais juste en tant que Nicolas, voici l'évaluation finale des risques. La seule chose que j'ai apprise en survivant à 34 ans d'extorsion émotionnelle, la loyauté envers votre famille est un beau concept, mais ce n'est pas un pacte suicidaire. Aimer vos parents ne signifie pas que vous devez les laisser dépenser votre vie comme s'il s'agissait de monnaie égarée qu'ils ont trouvée dans les coussins du canapé. Vous avez le droit de posséder des choses sur lesquelles ils n'ont pas leur mot à dire. Vous avez le droit d'avoir une vie qui existe en dehors de leur commodité. S'ils exigent que vous vous immoliez pour les garder au chaud, vous n'avez pas affaire à votre famille. Vous avez affaire à des incendiaires. Donnez-leur une allumette, sortez par la porte et laissez-les brûler leur propre maison. C'est mon histoire. J'ai choisi ma propre santé mentale plutôt que de maintenir leur paix.